Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji Diom avec sur le jeu de rôle. Et cette vidéo, je l'avais en tête depuis 2 semaines, mais ce qui m'a convaincu de la faire, c'est la vidéo, et que c'est une vidéo, donc ça sera un petit peu une vidéo écho à la vidéo de François Letard sur finalement notre groupe veut jouer à, où il parlait des différentes problématiques qui tournent autour du fait de justement se décider sur quel jeu se mettre d'accord pour jouer. Évidemment, il y a différents niveaux d'investissement, mais je ne vais pas répéter ce qu'il a dit en vidéo. Je préfère plutôt vous donner le lien. Le lien, il est sûrement dans les commentaires, dans la description et en fin de vidéo. Je vais essayer de renvoyer sa vidéo là-dessus. Voilà, je vous conseille de la voir avant. Donc, je vous laisse 3 secondes. Voilà, c'est bon. Vous avez 3 secondes. Donc, du coup, je vais juste expliquer ma méthode, comment j'ai fait pour pouvoir régler la situation concernant comment se décider à faire jouer un jeu. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte de mon côté, mon JDR principal, il est en préparation. J'essaie vraiment de tout faire pour qu'il soit finalisé pour l'an prochain à 75% pour que les détails comme par exemple les illustrations, la mise en page, ce genre de choses là, je puisse le faire puisque je compte éditer mon jeu de rôle et mes autres jeux de rôle aussi. Mais celui-là en premier puisque ça fera 20 ans que je travaille sur l'univers. Bref, ceci étant dit, il fallait que je choisisse puisque tous les JDR que j'ai qui sont en cours d'écriture, je ne pouvais pas y jouer, donc je ne pouvais jouer que des jeux, que des versions des systèmes d'univers. Je dis le terme jeu de rôle amateur parce que finalement c'est comme ça qu'il vaut mieux dire pour ne pas avoir de problème sur certains univers connus et aussi certains jeux du commerce. Donc du coup, cette méthode-là, je l'avais déjà utilisée et ça permet justement d'évacuer petit à petit la situation. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que ça demande une certaine transparence. Et vous allez devoir justement faire cet effort-là, sinon la méthode ne sert à rien. Alors, je ne parle pas souvent de transparence, mais ce mot-là, il arrive sur vous quand je dois parler justement sur la chaîne. Avec mes joueurs, je ne parle pas de transparence. Ils savent que si j'ai des doutes sur un truc, je le dirai. S'il y a un problème, je le dirai. S'il y a un truc que je préfère... si quelqu'un me pose la question qu'est-ce que je préférerais faire, jouer ou autre, je le dirai parce que je ne veux pas influencer les joueurs. Voilà, il faut avoir une certaine transparence. Et déjà, une fois que vous avez ça, on va commencer par la première étape. La première étape, c'est délimiter le nombre de joueurs. Donc, pour le nombre de joueurs, c'est pas compliqué. Pour le nombre de joueurs, il faut que vous sachiez quel joueur est vraiment prêt à jouer autour de votre table. Pourquoi je pose la question, c'est parce que les personnes hésitantes ne vont pas vous rendre la tâche facile. Et les personnes qui manquent de constance aussi. Donc il faut les évacuer de l'équation. Un paramètre qui va être essentiel, c'est est-ce que vous serez en nombre pair ou en nombre impair. Quand un jeu et en nombre, quand vous devez choisir les ensembles des jeux, la première phase de vote va déterminer en une échelle de notes, mais une échelle de recommandation. Est-ce que ce jeu-là, je voudrais y jouer? Est-ce que ce jeu-là, il m'intéresse? La notion de l'intérêt est tout le cœur de la première phase de vote. Une fois que vous avez cette question-là, vous devez noter sur 5. Sur 10, c'est à chier. Sur 20, c'est à chier. Mettre des virgules, c'est à chier. Une fourchette, alors là, on pourrait même dire que c'est l'évangile selon Warlords Battlecry, où les choses sont bien graduées, où, en fait, il y a un principe, c'est nul à chier, pas terrible, moyen, bien, recommandé. Pas de virgule, il n'y a pas besoin de virgule. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes en nombre pair? Quand vous êtes en nombre pair, il faut comptabiliser un petit peu plus que la valeur, que l'équivalent de la note maximale.
C'est-à-dire que si par exemple vous avez des niveaux de recommandation, vous allez évacuer ceux qui sont en dessous d'une certaine échelle. Si vous êtes par exemple à 4, ce qui a été mon cas, ben, par exemple vous avez 5, 10, 15, 20, un petit peu plus de la moitié, c'est 15. Donc 15 ou au-dessus en matière de notation, ça va. Et ensuite, quand vous êtes en nombre impair, à ce moment-là, c'est toujours une fourchette de 1 ou 2 points, entre guillemets. Par exemple, 5, 10, 15. Ben, si vous savez que vous êtes à 5, 10 ou 15, ben, le niveau de recommandation, si par exemple, il y en a un qui a fait 5, il faut au préalable qu'une autre personne ait mis 2 ou 3 points, donc 8. Voilà, pour pouvoir être recommandé. Je pense que à partir de ça, vous pouvez vous faire une échelle. À partir de ce moment-là, la partie intéressante va commencer. Vous allez prendre la quantité des jeux que vous, en tant que maître de jeu, vous avez et que vous êtes prêt à jouer. Ça ne sert à rien de mettre des jeux que vous n'aimez pas. Voilà, par exemple, ou des jeux que vous ne pensez pas que les joueurs soient capables de gérer. Moi, j'ai mis Agon dans les votes. Et Agon, je vois que ça demandait, il fallait un certain roleplay. Voilà, c'est pas les jeux où il suffit juste de là, je suis un aventurier, je vais juste essayer de sauver le monde. Non. Agon, c'est un contexte bien particulier, de même que pour Vampire, où de toutes les façons, comme la majorité des joueurs de ma table détestent les vampires. Après, des gens pourraient dire que c'est comment ça s'appelle, l'univers de vampires déjà, où il n'y a que des vampires, des loups-garous et des mages. Je crois que c'est World of Darkness, c'est ça? Vous me le direz en commentaire, parce que ça, j'ai oublié, ça fait déjà un petit moment. Ben voilà, cet univers-là, il ne plairait pas, il ne plaisait pas tant que ça. Donc du coup, et en plus, il fallait un certain roleplay pour que ce soit intéressant. Ou voilà. Donc les aventuriers peu asexués ou asexuels, ça n'avait pas trop sa place. Puisqu'il y a aussi des fois des notions de charme, de jeu d'intrigue, ce genre de choses. Et pas mal d'autres jeux comme Mechanical Dream ou Macross que j'ai viré parce que trop bizarre. Et l'autre trop simulationniste. Je parle de Macross. Et donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai présenté des jeux. Et là, c'est pour ça que je parlais de transparence. Les joueurs peuvent amener des jeux, mais les jeux qui sont présentés sur la table, ce sont des jeux qu'au préalable, vous avez lu suffisamment de fois pour pouvoir comprendre ce que vous allez faire jouer. Si ce n'est pas le cas, vous virez. Voilà, c'est pas la peine. Et les joueurs peuvent évidemment amener le jeu. Et la question qui est, enfin la notion qui est assez importante, c'est que vous devez vendre le jeu. Alors, je vais vous expliquer. Dans le milieu du catch, pour que les trucs soient crédibles, on te parle souvent du terme sell, vends-le. Par exemple, si un mec dans l'assistance ou bien dans la foule, comment dire ça, voit, enfin se prend un coup sans faire exprès et un coup, on va dire un petit peu en mode dommage collatéral, la personne c'est pas un intermittent du spectacle pour autant, mais pour amener de l'ambiance, il y a des personnes qui seraient capables de lui dire sell it, vends-le, et à ce moment-là il va essayer de faire briller de son jeu d'acteur. Ah bah c'est à peu près le même principe, c'est pouvoir vendre une expérience crédible. Et vendre une expérience crédible, c'est aussi pas exagérer sur ce qu'est le jeu. N'essayez pas de mettre des concepts sur des concepts que vous ne comprenez pas vraiment, ou bien essayer de chercher des arguments qui puent la merde. Vendre un jeu ne veut pas dire couillonner les autres. C'est pour ça que je parlais de la transparence. C'est vous devez présenter c'est quoi l'essentiel du système de jeu et du système de résolution et de l'univers. Et aussi de la fiche perso. On oublie ça, mais la fiche perso en fait partie. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous devez présenter le jeu. Et un problème que j'ai, c'est que quand je dois présenter un truc, eh ben, je suis capable de le vendre. Voilà, même si c'est un truc qui pourrait ne pas m'attirer pour autant. C'est pour ça justement que je dis que la transparence a un certain rapport. Et du coup, j'ai hypé pas mal de personnes à ce moment-là. Donc, j'avais des tas de jeux, j'ai vendu les jeux,
Et du coup, ça a permis aux gens de pouvoir faire une opinion. Pas une opinion qui est une exagération, mais vraiment, quand tu regardais le potentiel latent des jeux qui ont été posés. Bref. Une fois que vous avez fait ça, si vous êtes un joueur et que vous avez amené un jeu que vous connaissez à la table, ça sera votre but aussi. Alors la question, est-ce que l'éloquence va faire partie de ce système? Je pense que oui. Quelqu'un qui n'est pas capable de placer deux mots même dans le jeu de rôle, c'est un peu compliqué. Voilà, je dois l'avouer. Ensuite, il va se passer la deuxième étape, l'étape la plus importante. C'est que là, on a noté sur 5. Donc, dans le cas présent, on a déjà expliqué les paramètres en nombre pair et en nombre impair. On va pas revenir dessus. Le deuxième truc qui sera important, c'est quel jeu vous désirez jouer en priorité. Et là, le système, il n'est pas compliqué. Il y a des tas de jeux. Et du coup, s'il y a des tas de jeux, tant mieux. S'il n'y a pas des tas de jeux, eh ben, de toutes les façons, la sélection va être assez rapide. Je vous explique le principe. Ça va tourner court si finalement il n'y a qu'un seul jeu qui était dans les recommandations. S'il y a 2 jeux aussi, 3 jeux et au-dessus, le système il va pas être compliqué. C'est que vous allez voter, si vous êtes à plus de 3, puisque c'est évident, si vous êtes à plus de 3, dans l'ensemble des jeux, vous devez désigner 3 jeux. Et que, en priorité, le premier choix vaudra 3 points, le deuxième choix vaudra 2 points, et le troisième choix vaudra 1 point. Voilà. Donc, vous allez voter. Ceux qui n'auront pas de points, vous les virez. Et ensuite, il va passer une autre étape. Et vous refaites pareil. S'il n'y a pas de points, vous virez. S'il n'y a pas de points, vous virez. Puis à un moment, il va rester 3. Et si le résultat tombe sur une égalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez... je pense que c'est possible qu'il y ait une égalité. Mais si jamais ça arrive, à ce moment-là, il faudra choisir entre deux. Mais si jamais vraiment il y a eu un choix bien marqué, à chaque fois vous sentirez plus ou moins une différence de 1 point à chaque fois. Ce qui fait que ce système il est assez équilibré. Donc c'est ça la méthode que j'ai eue pour pouvoir faire les choses bien. Tout en sachant qu'il y avait quand même un paramètre, c'est qu'à la première étape, il y avait aussi une notion. C'est-à-dire que quand vous jouez à des JDR, je ne connais pas vos habitudes de consommation. Mais en général, moi ce que j'avais pris la peine de faire, c'est que il y avait un JDR qui était joué plus que les autres et il y avait un JDR qui était joué une fois par mois. Et ce qui s'est passé, c'est que la vaste majorité des jeux, en fait des joueurs, avaient décidé de voter pour le système. Comment dire ça? Il avait voté pour le système de... comment ça s'appelle? C'est pas le système, c'est pour le JDR amateur dans l'univers de Gundam que j'avais fait. Presque tout le monde a dit une fois par mois. Et comme ça a été fait à l'unanimité, donc c'était prévu qu'on le fasse. Mais il s'est avéré que ça demandait beaucoup trop de travail, puisque justement j'avais décidé de jouer à plus de jeux du commerce et des jeux amateurs avec des systèmes finis et une bonne database, justement pour empêcher que je sois surchargé. Je suis surchargé. Le nombre de vidéos que je laisse passer sous le nez et que j'essaie de rattraper et que c'est difficile. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Puis ensuite, il y a eu un grand choix et ce n'était pas seulement Pathfinder version 1, c'était un Pathfinder version 1 avec des corrections de ma part. Pathfinder, c'est un jeu qui demande pas beaucoup d'amour dans la mesure où c'est un jeu qui est très apprécié, la version 1. La version 2, il y a certaines idées de la version 2, j'en ai parlé dans certaines vidéos précédentes, il y a certaines idées de la version 2 que j'avais déjà en tête au vu du one shot et que du coup j'ai appliqué. Et il y a même certains paramètres que j'ai décidé d'ajouter, certaines règles maison
qui sont autant pour me limiter moi en tant que maître de jeu que parfois les joueurs. Et dans cette période de confinement où justement j'ai dû, de toute façon j'étais tout le temps en mode, on a Escape de côté et on avait Roll20 de l'autre, ben ça a été justement une bonne idée. Ce qui m'a permis justement, vu que je suis plutôt un adepte du théâtre de l'esprit, ben j'avais dans mon one shot que j'avais fait dans l'univers dans Pathfinder, pas l'univers de Pathfinder, j'avais décidé en fait de faire jouer dans un univers qui est un mélange de pas mal d'univers médiévaux fantastiques, pas seulement du jeu de rôle mais aussi du jeu vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait j'avais des cartes des jeux. Donc du coup les gens naviguent sur la carte, ils connaissent la carte. Et du coup voilà, mon interface elle n'est pas compliquée. Il y a un jeton que j'ai fait spécialement. Je sais pas si je pourrais vous le montrer vite fait. Il y a peut-être moyen. Attendez. Ah voilà. Et je fais ça. C'est dans Use, je suppose. Oula. Voilà. Use. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'avais justement mon interface, bon, enfin, mon truc sur Roll20, c'est quoi? C'est les cartes du jeu. Donc, on passe de carte en carte. Il n'y a pas de carte locale, c'est la carte de chaque région. Il y a un système de déplacement, une table des rencontres que j'ai créé expressément. J'ai réglé certains problèmes, voilà, qu'avait justement Pathfinder 1. Donc Pathfinder 1, c'était quoi son essentiel de ces problèmes? Un des plus gros problèmes selon moi, c'est que les lanceurs de sorts sont trop forts par rapport aux non-lanceurs de sorts. Donc j'ai trouvé un moyen de le régler. Peut-être à un moment, vous le verrez, parce que j'ai une petite idée, pas un actual play, mais peut-être vous montrer comment se déroule une partie. J'ai déjà l'autorisation de mes joueurs, donc on va essayer de vous faire ça, et surtout on sera dans un autre contexte. Donc il se peut que ça arrive assez vite. Et du coup, en fait, mon interface consiste en une carte, et sur la carte, il y a cette espèce de joli... Voilà, oui. Joli petit jeton, voilà, qui a des jetons, pas seulement de cette couleur-là, mais il y a pas mal de jetons. Et en fait, les jetons indiquent justement le nombre d'actions qu'ils ont, leur nombre de points de vie, et aussi pas mal d'autres paramètres quand le besoin se fait sentir. Voilà. Donc ça, c'était le jeu. Et puis pour Gundam, ça me demandait beaucoup trop de temps et d'efforts alors que ça allait me libérer. Et donc du coup, il fallait justement sélectionner un jeu. Et c'est à ce moment-là où justement j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qui allait passer. Et le deuxième choix, quand on avait fait la liste des votes, c'était ça l'avantage, c'est qu'il fallait juste se reporter au second. Et le second, c'était quoi? C'était pas, j'ai failli dire le double système de luxe. Non, c'était le Hero System version 6. Aisément disponible. Voilà. Voilà. Tout en ayant quand même une petite doléance là-dessus, je trouve que il y a un gros problème en matière il y a un gros problème de disparité visuelle dans le système. La version 6, alors il y a des gens qui trouveront encore une fois aisément la version 5 revisitée, que je déconseille. La version 6 est simplifiée, mais simplifiée dans le bon sens, dont je vais parler probablement, et probablement aussi que je vais faire une partie pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à ma table. Il y avait des petits problèmes avec OBS pour visualiser les interfaces du genre Roll20 sur une fenêtre. Maintenant, ce n'est plus le cas depuis certaines mises à jour, donc c'est génial. Donc du coup, en fait, comme ça, comme on sait la hiérarchie de certaines choses, s'il y a des petits problèmes ça et là, ah ben, vous connaissez dans quel ordre justement ça a été réglé. Donc c'était ça ma méthode. Voilà. Donc ma conclusion c'est quoi? Ma conclusion en fait c'est
Évidemment, regardez la vidéo de François Letarte, parce qu'il met en avant pas mal de choses. Je sais pas si je l'ai dit, puisque j'ai fait de nombreuses prises, mais même si vous avez un certain standing à votre table, encore une fois, l'élitisme moyen, mais par contre, le standing, c'est-à-dire les bases qu'on demande d'une tablée, l'identité d'une tablée est très importante, mais c'est pas parce qu'il y a une identité de tablée que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont censés être d'accord sur tout. Et je pense que cette méthode tend à mettre pas mal de personnes d'accord, et d'accord surtout très très vite. Voilà. Aussi, un des points que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que cette méthode qui a été utilisée, ben du coup, il y a quand même des zones grises. Donc, est-ce qu'il y a des moyens dans lesquels ça ne fonctionne pas? Ben, je pense que quelqu'un qui est mécontent, je dis ça parce que c'est arrivé, quelqu'un qui est mécontent d'un choix parce qu'il aurait voulu faire un autre choix, ben il peut très bien tout simplement dire ah je me bats et je quitte la tablée pour jouer ce jeu-là parce qu'il voudrait vraiment jouer à ça. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je disais que ce que j'attends d'une tablée, parmi les trucs, c'est aussi des gens qui comprennent que oui, en fait, évidemment que vous venez pour jouer pour votre propre plaisir, mais d'un autre côté, il y a aussi le paramètre du fait que vous jouez quand même avec les autres et qu'il y a aussi les autres qui, au moyen d'un certain choix, par certains trucs qui ont été élagués ou qui ne passaient pas un certain cap, ben, ce qui a fini par se produire, c'est qu'il y a des choix qui sont peut-être passés à la trappe. Donc ça permet aussi de poser un certain respect entre les joueurs. S'il y a un problème à la suite de ce vote, de cette méthode de vote, c'est que ces gens-là ne respectent pas tant les gens à la tablée. Et ce n'est pas une opinion, je pense que factuellement c'est comme ça que ça fonctionne. Si tout le monde s'est mis d'accord pour adhérer à ce système de vote, ça veut dire que potentiellement ceux qui ont voté les recommandations ceux qui ont échoué, en fait, qui ont échoué à faire valoir leurs intérêts sur certains jeux, ben malheureusement ils vont se sentir floués, mais ils vont se sentir d'autant plus floués si des personnes ne respectent pas ce truc-là. Voilà, donc ça permet de cimenter finalement un choix. Donc voilà, je vais vous dire que c'est tout. Allez, on va virer la petite icône. Hein. Oui, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous dire la prochaine fois pour une autre vidéo. Décidément j'ai des tas de vidéos depuis un mois et j'essaie de les sortir. Mais à chaque fois il y a d'autres idées qui viennent avant. Donc allez, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.